la prochaine ouverture de discussion entre les représentants des États-Unis et ceux de la République démocratique du Vietnam fait espérer un retour à la paix dans le sud-est asiatique. La France, qui a toujours souhaité que la guerre se termine dans des conditions d'équité et de dignité, ne peut que se féliciter de l'évolution qui commence. Elle estime que la décision annoncée par le gouvernement de la République démocratique du Vietnam dans sa déclaration du 3 avril a fait progresser la perspective du règlement du conflit. Là, je crois que parler des accords de Paris sur le Vietnam, nous devons commencer par le commencement. Je crois que c'était la question du lieu de la conférence de Paris sur le Vietnam. C'est une question très importante pour nous. On a proposé de deux côtés 8 lieux de la conférence. Mais finalement, on s'est mis d'accord sur Paris. Je ne sais pas ce que les Américains pensaient à ce moment-là. C'était pour nous une grande joie. Oui. Pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y a pas un meilleur choix. Si on parle des capitales Oui. Des grands pays. Et surtout, c'est nous qui avons proposé Paris. Oui, et c'est nous. Et on ne pensait pas que les Américains acceptaient, mais ils ont accepté. Alors, pourquoi nous réjouissons de cela? Tout d'abord, nous savons que là, nous avons beaucoup d'amis. Des amis, nous avons le Parti communiste français, nous avons des organisations de la jeunesse, des femmes, des syndicats, c'est-à-dire Association d'amitié. Une association d'amitié, naturellement. Et là, nous avons Henri Martin, nous avons Raymond Dienne, nous avons Madeleine Riffaut, nous avons un tas d'amis. Moi, j'étais à Hanoï quand ils sont partis. Eh oui. Et son tué m'a convoqué dans son bureau. Et je le connaissais fort peu à l'époque. Et il me dit, Madeleine Riffaut, je vais vous demander une chose, c'est de rentrer tout de suite à Paris. Je lui dis, non, mais écoutez, je suis là pour recueillir l'interview du général Giap. Je suis là pour l'humanité, je ne suis pas là... mais pourquoi vous voulez que je rentre à Paris? Mais pour nous aider. Ah, mais j'ai dit que vous ne croyez pas que le Parti français va faire son nécessaire. Vous croyez que vous aurez besoin de moi là-bas? De moi personnellement, à côté de vous? Ben, elle me dit, je serais plus tranquille. Mais le fait que ce soit à Paris, c'était quand même tout à fait symbolique. Et c'est là qu'il pouvait aussi recevoir la plus grande aide pour faire en sorte que les Américains se rendent compte qu'ils étaient soutenus par le peuple français. En fait, c'est toute la communauté vietnamienne, c'est les Vietkios qui viennent. Nous ne venons jamais en individuel, nous venons en groupe pour les soutenir, leur parler et surtout demander s'ils ont besoin de nous. Parce que une très grande partie des Vietnamiens de France ont travaillé activement aux côtés des délégations. Et il faut dire aussi là, le mouvement des Vietnamiens résidents en France était très très fort. Vous savez, il y avait des dizaines de milliers à ce moment-là. Et je crois que, encore une autre raison, nous pensons que Paris, c'est le centre d'information internationale très important. De là, nous pouvons toucher. Nous pouvons toucher les 5 continents, on peut dire. Alors, je crois que la réalité des choses a montré que nous avons raison nous réjouir de cette décision. De nombreuses manifestations avaient commencé en Californie, à l'université de Berkeley. Mais ensuite, la dernière, avant que la négociation commence, elle s'est déroulée à Washington, en présence de Jeanne Fonda d'ailleurs et de nombreux artistes. Alors c'est d'ailleurs ce qui a obligé, disons, pas permis mais obligé, et en même temps permis évidemment, mais ce qui a obligé le président
Johnson à s'asseoir à une table de négociation. Il ne parlait pas encore d'accord, mais disons qu'il avait accepté de s'asseoir à une table de négociation. Et pourtant, le général de Gaulle leur avait fait comprendre, leur avait dit, vous savez, nous n'avons pas réussi à vaincre ce peuple au Vietnam, alors que nous connaissions bien le Vietnam, que nous y étions installés, alors vous n'avez aucune chance de réussir. Vous allez à l'échec. Avant notre arrivée à Choisy-le-Roi, notre délégation était installée à l'hôtel Lutetia. Et quand je pense à l'hôtel Lutetia, je sens encore les grenades lacrymogènes, parce que c'était le 13 mai 1968, la première séance. Le Parti communiste français a mis à la disposition de notre délégation l'école centrale du parti. Sans être mauvaise langue, je pense que le PCF a prêté ce rang local qui pouvait loger les 70 membres de la délégation, en pensant sans doute que ça va durer quelques mois. Personne ne s'attendait à ce que ça dure 5 ans. Quoi. Voilà. Quand nous sommes envoyés pour remplir cette mission, nous ne pensions pas que les pourparlers seraient si longs, franchement. Mais il y a une chose qu'on se dit entre nous, que parfois, vous savez, c'était dur de répéter la même chose, d'exiger les Américains de se retirer, de cesser la guerre, et rien ne bouge sur la table comme ça. C'est très dur pour nous. Mais même à ce moment-là, maintenant nous disons entre nous que jamais, pas une minute, on pensait qu'on pouvait perdre ce combat, perdre cette guerre. Choisy a quand même été, en quelque sorte, une capitale de la paix internationale pendant quelques années, et en tout cas quelques semaines chaudes. Ça a été la particularité de Choisy-le-Roi que d'être présent autour de la délégation vietnamienne pour l'aider à vivre dans notre ville et pouvoir se déplacer, pouvoir avoir l'intendance, etc. Donc beaucoup de choses ont été faites par nos amis, par les Choisiens à l'époque, par Fernand Duplis et par Louis-Luc, notamment les deux maires de l'époque. Et les Choisiens qui étaient en première ligne, si je peux dire, aux côtés de la délégation, participaient aussi à tout ce que faisait le Parti communiste français à l'époque pour soutenir la juste lutte du peuple vietnamien. J'étais femme de service dans une école maternelle et j'étais fière quand même qu'après 6 heures après ma journée de travail, on aille servir ces personnalités, on va dire, parce que pour nous c'était des personnalités où j'ai eu l'occasion de rencontrer bien sûr des Vietnamiens mais qu'on ne connaissait pas, mais aussi on avait nos politiques, c'est-à-dire on a servi souvent Georges Marchais. À l'époque, j'accompagnais la direction du parti, mais il a fallu que je trouve des camarades pour pouvoir agrandir le truc, et pas n'importe qui. Des gens qui soient déjà solides, mais qui ne soient pas des gens qui racontent les choses après, tu comprends ? Donc j'en ai trouvé quelques-uns et ça s'est bien passé. Je ne sais plus très bien si c'est le Parti communiste ou la jeunesse communiste française qui vous a envoyé là-bas. On ne savait pas ce qu'il y avait ici. On savait qu'il y avait une délégation à l'école, à Choisy, mais on ne savait pas qu'il y avait des choses qui se passaient ici. Mais vous étiez à l'école centrale Lavino ? Non, moi je venais, j'ai passé 2 nuits en voiture à dormir avec la voiture, à surveiller je ne sais pas quoi. Ouais. Voilà. Et c'est après que j'ai appris qu'il y avait... Bien que c'est une réunion secrète, mais il y a plein de journalistes qui sont... Mais oui, mais nous on ne savait pas, voilà. Oui, voilà. Cette délégation, quand elle est arrivée, on peut dire qu'on s'est senti investi d'une grande responsabilité.
Non pas qu'on savait bien qu'évidemment qu'il n'était pas question pour nous de participer à la discussion des accords. Ça se tenait à l'échelle nationale entre les Vietnamiens et les Américains. Mais nous, le fait que nous avions la délégation à Choisy, nous nous sentions responsables d'abord qu'ils vivent dans des conditions matérielles les plus favorables possibles, parce qu'ils arrivaient d'un pays où il était encore très difficile de vivre, dans le Vietnam du Nord. Et je peux dire que, vous savez, je peux le dire vraiment, ils ne mangeaient pas toujours à leur faim. Il y avait une centaine de Vietnamiens du Nord à Choisy, logés à Choisy, mais on ne les voyait pas tous, car les uns avaient pour mission de se montrer et de négocier avec les Américains à la table de négociation et de donner des interviews aux uns aux autres et d'être porte-parole, mais les autres étaient des secrétaires ou des diplomates qui travaillaient dans l'ombre, qui préparaient tout ça. Vous savez, rien n'était improvisé. Arrivée à l'automne 1968, à Verrières, où on la surnomme la reine des Viet Cong, Madame Binh sera donc, dans cette maison, l'une de nos concitoyennes. C'est donc dans notre ville, et à Paris, que Madame Binh développera tous ses talents de négociatrice pour le gouvernement révolutionnaire provisoire et signera, à ce titre, le 27 janvier 1973, à Paris, les accords de paix qui sont conclus. C'est une villa très simple, sur une colline, sur une hauteur, et derrière, je me rappelle très bien, derrière la villa, on a une dizaine de cerisiers. Des cerisiers. Et tous les jeudis, c'est-à-dire après la conférence, après la séance du jeudi, nous aimons grimper sur cerisier et prendre des cerises. C'est ça, c'est pour nous relaxer un peu. Et un peu derrière, nous avons une rangée de chênes, de grands chênes, avec une cuisine, un appartement servi de cuisine. Et un peu plus loin, on a planté quelques salades et même on a élevé quelques poulets. Voilà. Alors, mais de la hauteur de cette villa, nous pouvons voir le lac. Je pense que c'est un lac historique. Et nous étions là presque plus de 4 ans, avec 5 générations des sites, parce que sur le lac, il y a un nombre de sites. Alors, vous voyez, de notre villa, on peut voir les signes nager, et ça aussi, ça nous permet de nous relaxer. Il est impossible, un Vietnamien, de rester longtemps séparé de la nature. Comme ça, enfermé dans du béton, non. Il faut qu'ils aient un jardin, qu'ils aient quelque chose à faire dans la terre, qu'ils plantent des fleurs, qu'ils cultivent, qu'ils pêchent. Bon. Presque chaque semaine, nous nous rendons à Choisy-le-Roi. Et quelquefois, les camarades de Choisy-le-Roi viennent nous voir à Verrières-de-Besson. Oui. Pourquoi nous pouvons, vous savez, discuter sur la conférence, nous préparer. Alors, chaque semaine, on se rencontre. Mais historiquement, c'est là qu'il y a des réunions entre nos deux délégations pour discuter comment on conduit, n'est-ce pas, les deux délégations dans la conférence de Paris sur le lac. Et on discute sur la coopération entre les deux délégations dans
la maison particulière de Madame Bin T.B. Ce que je me peine le plus à Choisy-le-Roi, c'est la chambre que nous appelons la chambre de bonheur. Oui. Parce que là, on peut discuter des choses secrètes. Mais il faisait chaud, parce que c'est bien fermé. Et là, je crois que je me rappelle toujours cette chambre de bonheur. Vraiment, on n'a pas de bonheur dans cette chambre, mais on discute des choses pour le bonheur. Oui, voilà. Oui. C'est une chambre hermétique, très bien fermée, et on n'entend pas dehors. Donc c'est là que les délégations discutent, n'est-ce pas, des choses. Nous avons dans toutes les ambassades à l'étranger des chambres comme telles et qui portent le nom de chambre de bonheur. Mais c'est vrai, à ce moment-là, toutes les initiatives de notre part sur la table de conférence étaient gardées secrètes jusqu'au bout. Alors, chaque fois, il faut dire que les Américains étaient surpris de tout. Et c'est une bonne chose. Sur le plan politique, vous savez, de surprendre l'ennemi, c'est aussi une position de force de notre côté. Oui. La vraie négociation ne se passait pas à l'hôtel Majestic. La vraie négociation se passait dans les rencontres privées. Beaucoup d'entre elles ont eu lieu à Choisy-le-Roi, rue d'Arté. Il y a un cerisier qui donne de très beaux fruits de cerises derrière cette maison. J'ai vu dans la maison. Bonjour. Bonjour. Hein? Bonjour. Oui, permettez-nous, n'est-ce pas, de voir la maison. Hein? Une maison historique. C'est le cerisier. Oui, mỗi lần nghỉ thì ông đến xóm xuân thị. Un cerisier, un grand cerisier qui donne de très bonnes cerises.